Nous allons donc poursuivre avec le dernier enjeu en protection de l'enfance de cette matinée, qui est la scolarité des enfants protégés. Donc, nous recevons Laure Sourmet, qui est responsable de l'Observatoire parisien de la protection de l'enfance, Anaïs Dassy, qui est chargée de mission à l'Observatoire parisien de la protection de l'enfance, et à l'ONPE, Aurélie Picot, chargée de mission. On va pouvoir en échanger avec elle. Merci. Et peut-être sur ce sujet, le temps que les uns... Donc c'est la dernière thématique de la matinée, comme vous l'avez compris. C'était important pour nous de vous présenter aussi ce dernier sujet, puisque là, on a publié, comme vous le savez, à la rentrée, une revue de littérature, et on s'apprête à ouvrir un dossier au sein de l'Observatoire sur la scolarité des enfants protégés, avec des études de terrain, des rencontres de professionnels et des allers-retours. Donc ça permet d'avoir un peu l'échange après la publication de la revue de littérature, mais avant de lancer quelque chose plus large au regard des problématiques qui sont les vôtres sur ce sujet-là. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je ne reviens pas sur la notion de besoins fondamentaux en santé, puisqu'elle a été très largement évoquée ce matin. Mais je fais quand même un lien, puisqu'à travers cette revue de littérature sur la scolarité des enfants protégés parue en septembre, l'ONPE souhaitait mettre en lumière les besoins spécifiques des enfants protégés, cette fois dans le domaine de la scolarité. Alors, je vais faire une courte présentation de ce format de publication, la revue de littérature, et amener quelques données chiffrées. Et ensuite, je me centrerai sur les principaux apports de la revue de littérature. Donc, ce format, d'abord quelques mots pour vous expliquer les spécificités un petit peu de ce format de publication. Donc, une revue de littérature, c'est une recension de la littérature scientifique sur un sujet. Et donc, cette revue de littérature sur la scolarité propose un état des lieux actualisé des connaissances issues de la recherche dans un contexte français et européen. Alors, comment ça se présente ? Eh bien, cette revue de littérature, et plus généralement, c'est le cas aussi des revues de littérature ONPE, elle est composée de 30 fiches de lecture et d'une synthèse transversale. Ces 30 fiches de lecture restituent des recherches principalement qualitatives qui ont été publiées en langue française et anglaise entre 2007 et 2021. Donc vous voyez que ce travail s'inscrit dans une temporalité bien définie. Malgré tout, cet état des lieux, à un temps T, peut rester d'actualité quand même pendant une certaine durée. Les recherches présentées dans ces fiches sont issues de différentes disciplines, notamment la sociologie et les sciences de l'éducation, mais pas que. Ces recherches portent sur des contextes de prise en charge variés, l'accueil familial, l'accueil en établissement, le milieu ouvert, sans oublier l'environnement scolaire. Et ces recherches, enfin, croisent différents regards, en particulier les regards des jeunes et des professionnels, assistants familiaux, éducateurs ou enseignants. Voilà pour les fiches. Maintenant, la synthèse transversale. Cette synthèse transversale, elle apporte une analyse croisée des différentes sources, et comme ça permet d'apporter une perspective un peu globale. Cette revue de littérature, je voudrais insister sur le fait qu'on peut l'envisager comme un outil de travail, mais aussi un outil pédagogique. En effet, les contenus des différentes parties sont très accessibles, que ce soit pour des professionnels ou pour des étudiants. Et puis, le fait que cette revue de littérature soit composée à la fois de fiches et d'une synthèse fait qu'il n'est pas nécessaire forcément de tout lire d'un trait. Vous pouvez lire les différentes parties indépendamment les unes des autres. Vous y trouverez les noms de spécialistes sur le sujet, ce qui peut être intéressant si à un moment donné vous êtes à la recherche d'intervenants pour une journée d'études ou autre. Et vous y trouverez enfin un aperçu des principales données statistiques disponibles à l'échelle nationale. Alors, je vais me centrer sur quelques-unes ce matin pour caractériser les parcours scolaires des enfants accueillis. L'ONPE, dans la revue de littérature, s'est appuyé sur les données de l'adresse et les données de l'enquête ELAP, étude longitudinale sur l'autonomisation des jeunes après un placement. Donc ces données sont citées dans différents articles que moi-même je cite dans l'introduction de la revue de littérature. Alors par exemple, 59% des jeunes ont redoublé au moins une fois et 39% ont redoublé avant l'entrée au collège, contre 17% en population générale. À 16 ans,
16% des jeunes accueillis en établissement ne sont plus scolarisés contre 4% en population générale. 35% des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance n'ont aucun diplôme ou seulement le brevet. Enfin, à 19 ans, 8% des jeunes accueillis en établissement suivaient une formation dans l'enseignement supérieur, alors que c'est le cas de 52% des jeunes en population générale. Donc voilà pour ces chiffres. Vous avez les sources qui sont en tout petit, mais si après vous avez accès au diaporama, vous pourrez les consulter. Et par ailleurs, toutes ces données sont citées en introduction de la revue de littérature. J'en arrive maintenant aux principaux apports de cette revue de littérature. Donc ici, je vais suivre le plan de la synthèse transversale. Donc je vais tout d'abord examiner les principaux facteurs de risque et de protection pour la scolarité des enfants en protection de l'enfance. Et dans un second temps, je reviendrai sur les principales possibilités d'action identifiées par les chercheurs afin de soutenir la scolarité de ces enfants. Donc la première partie sur les facteurs de risque et de protection correspond vraiment au cœur de la revue de littérature. Donc je vais présenter ce matin un certain nombre de facteurs qui se situent à différents niveaux, individuels, familial, relationnel, organisationnel et institutionnel. Et tantôt, je vais mettre l'accent plutôt sur les facteurs de risque et tantôt plutôt sur les facteurs de protection. Bien sûr, ces facteurs sont interdépendants et ils sont intéressants à penser ensemble et de manière croisée. Donc ces différents facteurs sont projetés sur le diaporama. Je ne vais pas du tout être exhaustive là à l'oral. Je vais vraiment donner à voir ce qui me semble le plus important, mais vous avez une liste plus complète sur le diapo et bien sûr, tout ça est résumé en une dizaine de pages dans la synthèse. Premier type de facteurs, les facteurs individuels et familiaux. Alors, d'une part, la littérature scientifique a souligné que les maltraitances et les traumatismes qui en découlent ont des effets sur la santé des enfants, on l'a vu bien ce matin, et par ricochet sur leur scolarité. À court terme, ces maltraitances ont des effets sur la disponibilité des enfants aux apprentissages scolaires, et à plus long terme, les maltraitances peuvent être à l'origine de difficultés cognitives, émotionnelles et comportementales. D'autre part, la recherche a bien montré que les difficultés familiales et les conflits, la précarité et le rapport à la scolarité des parents, souvent distants, sont susceptibles également d'impacter les parcours scolaires des enfants en protection de l'enfance. Deuxième type de facteurs, les facteurs relationnels. Les chercheurs ont souligné le rôle décisif des relations pour les parcours scolaires. Alors d'une part, ils ont montré que la stabilité des prises en charge et aussi de la scolarité sont protectrices en ce qu'elles favorisent la stabilité relationnelle, ce qui est décisif ensuite pour la scolarité. À l'inverse, l'instabilité des lieux d'accueil et les changements d'établissement scolaire sont source d'instabilité relationnelle qui va fragiliser les parcours scolaires. D'autre part, selon les chercheurs, le soutien et les encouragements des assistants familiaux et des éducateurs et leur implication au quotidien dans le suivi et l'accompagnement de la scolarité jouent un rôle également protecteur pour les facteurs scolaires. Troisième type de facteurs, les facteurs organisationnels. La recherche a montré que les moyens humains et financiers dans les prises en charge en protection de l'enfance avait tendance à limiter les possibilités d'accompagnement individualisé, et en particulier dans le champ de la scolarité. D'une part, d'après les chercheurs, la taille et la complexité de l'organisation des établissements d'accueil collectifs, de même que des effectifs professionnels trop restreints, limitent les possibilités d'individualisation des prises en charge éducatives et bien sûr, en ce qui nous intéresse ce matin, du suivi scolaire. D'autre part, la multiplication des professionnels qui interviennent auprès de l'enfant complexifie le suivi de la scolarité et la communication avec les écoles. J'en arrive au quatrième et dernier type de facteurs, les facteurs institutionnels. Les chercheurs ont pointé tout particulièrement le manque de priorité donnée à la scolarité par les professionnels de la protection de l'enfance, ainsi qu'un manque de communication, de coordination et de coopération entre professionnels et institutions. Par ailleurs, des recherches menées dans différents pays européens
ont montré que les professionnels de la protection de l'enfance avaient tendance à anticiper les fins de prise en charge et par conséquent à privilégier des orientations courtes afin de viser une insertion professionnelle rapide, et ce, au détriment d'une véritable prise en compte à la fois des désirs, mais aussi des capacités individuelles des enfants. Donc voilà pour les facteurs de risque et de protection. Bien sûr, ce n'est pas du tout exhaustif et certains points mériteraient d'être nuancés. La revue de littérature va un petit peu plus loin qu'une analyse des facteurs pour répertorier plusieurs pistes d'action identifiées par les chercheurs afin de soutenir la scolarité des enfants en protection de l'enfance. Donc je vais en évoquer 4 aujourd'hui. Premièrement, les chercheurs ont suggéré de renforcer le soutien scolaire, par exemple en termes d'aide aux devoirs ou de cours particuliers, ainsi que les soutiens socio-émotionnels à travers, par exemple, du mentorat, un soutien à la pratique d'activités de loisirs et un soutien au développement des compétences psychosociales. Deuxièmement, les chercheurs ont également recommandé de renforcer la formation des professionnels de la protection de l'enfance dans le domaine de la scolarité, mais aussi de la formation des professionnels de l'éducation nationale dans le domaine de la protection de l'enfance, afin de permettre une meilleure prise en compte des besoins éducatifs spécifiques des enfants confiés. Mais ça vaudrait aussi pour les enfants en milieu ouvert. Troisièmement, les chercheurs ont appelé à renforcer la coordination, la collaboration et la coopération entre professionnels et institutions. Alors ça peut passer notamment par un meilleur soutien institutionnel au partenariat, par la désignation de professionnels référents ou encore par une meilleure mobilisation du projet pour l'enfant, qui, vous le savez, a un volet scolaire, pour coordonner la scolarité. Quatrièmement, les chercheurs ont souligné enfin le besoin de renforcer la participation des enfants aux décisions qui les concernent, suivi de la scolarité, mais aussi plus largement les décisions liées aux prises en charge, ainsi que de rechercher une meilleure implication des parents dans le suivi scolaire. Avant de conclure cette présentation, je voudrais vous donner un exemple de fiche de lecture pour que vous puissiez vous représenter à quoi ça ressemble. Donc ces fiches de lecture, elles ont toutes à peu près le même format, c'est-à-dire qu'elles font environ 2 pages et elles suivent la même structure. Donc elles présentent le type de recherche, les objectifs, les données et la méthodologie, et pour terminer, les résultats et les conclusions. Donc ici, j'ai choisi de vous montrer une référence qui donne un aperçu global des enjeux pour les départements, que ce soit en termes de renforcement de l'accompagnement de la scolarité dans les lieux d'accueil, de relations partenariales, mais aussi, plus largement, l'importance des relations pour la scolarité. Donc cette référence, qui correspond à la fiche 18, cette fiche présente à la fois un rapport de recherche et un article, mais c'est la même recherche derrière ces 2 publications, qui porte sur les expériences scolaires des jeunes confiés en Angleterre. Donc ces 2 publications s'inscrivent dans le cadre d'un projet plus large sur les progrès scolaires des enfants confiés. Donc cette recherche anglaise s'appuie sur une enquête qualitative auprès de 26 jeunes accueillis chez un assistant familial et auprès d'adultes qui ont été identifiés par les jeunes comme les ayant particulièrement soutenus. Il peut s'agir de travailleurs sociaux, d'assistants familiaux ou encore d'enseignants référents. 14 de ces jeunes ont progressé entre l'âge de 11 et 16 ans, tandis que 12 d'entre eux ont peu progressé. Ces jeunes étaient scolarisés soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement spécialisé. Alors, quelques éléments rapides sur les résultats de cette recherche. Donc, cette recherche, elle montre tout d'abord l'importance pour la scolarité des relations des jeunes avec les assistants familiaux, mais aussi avec les enseignants et les autres professionnels de l'école. Ensuite, cette recherche, elle souligne très fortement l'importance de la coordination des interventions. En effet, les auteurs se sont rendus compte que les jeunes qui avaient davantage progressé dans leur scolarité rapportaient aussi davantage de pratiques collaboratives entre les différents professionnels qui les accompagnaient.
Enfin, les auteurs ont noté l'importance de disposer de ressources adéquates pour la scolarité. Les jeunes enquêtés ont mentionné différentes formes de soutien scolaire, telles que, par exemple, des assistants d'éducation, des mentors, des cours en petits groupes ou encore des cours particuliers soutien qui étaient particulièrement appréciés des jeunes. Donc pour terminer, pour conclure, je voudrais souligner le fait que bien sûr cette revue de littérature n'est qu'une partie du travail de l'ONPE sur cette thématique de la scolarité. Donc sur le diaporama, je vous ai mis plusieurs liens internet qui peuvent vous être utiles vers la revue de littérature, mais aussi vers la recherche conduite par Benjamin Deneuchot et Alice Anton sur la scolarité en milieu ouvert. Il s'agit d'une recherche financée par l'ONPE dans le cadre d'un appel à projet thématique. Et puis, je vous ai mis également le lien vers l'ONPE Synthèse qui synthétise les principaux apports de cette recherche Deneuchot et Anton. L'ONPE a produit des supports diversifiés sur la question de la scolarité dans le transfert de connaissances. Donc, par exemple, si on prend la recherche Anton et Deneuchot, cette recherche a donné lieu à la fois à une fiche dans la revue de littérature, à un ONPE synthèse et à un webinaire. Et bien sûr, l'ensemble de ces éléments s'articule et se complète. Enfin, je tiens à souligner que l'état des connaissances sur la scolarité des enfants en protection de l'enfance en France reste lacunaire, en particulier en ce qui concerne les modalités d'intervention et les dispositifs visant à accompagner la scolarité des enfants. C'est pour cette raison que l'ONPE a décidé de lancer prochainement un travail d'étude plus large qui vise à analyser les pratiques et les dispositifs mis en place au sein des départements afin de soutenir la scolarité des enfants en protection de l'enfance. Je vous remercie de votre attention et je laisse tout de suite la parole à l'Observatoire parisien de la protection de l'enfance. Bonjour à tous, je suis Laure Sourmet et avec Anaïs Dassy qui est chargée d'études et pas de mission à l'Observatoire, et on va vous présenter en fait les actions qui sont menées à Paris donc sur la question de la scolarité, puisqu'effectivement c'est une des priorités en tout cas de la ville de Paris. Vous m'entendez bien? C'est mieux là. Effectivement, c'est une des priorités de la ville de Paris qui a inscrit dans son schéma départemental qui a été signé fin 2021 en 4e mesure phare effectivement la réussite scolaire des enfants confiés. Donc c'est une vraie priorité pour la ville. L'objectif derrière, effectivement, c'est que la réussite scolaire soit un pan déterminant de l'accompagnement éducatif des enfants, que, bien sûr, garantir un parcours scolaire continu et prévenir et lutter de la déscolarisation et le décrochage scolaire. Donc il y a plusieurs actions qui sont qui sont en œuvre, et effectivement, pour vous montrer l'implication en tout cas du département sur la scolarisation, c'est qu'il y a eu le choix pour l'année 2022-2023 que ce soit l'année de la réussite scolaire, qui est donc la grande cause de la ville. Donc on a plusieurs actions engagées qu'on va vous présenter, mais l'idée derrière, effectivement, c'est qu'il y ait une meilleure connaissance de la situation des enfants et des besoins, une question de formation des professionnels, que ce soit l'ASE d'ailleurs et aussi des partenaires, et aussi de mettre en place des lieux de réflexion pour mettre en œuvre des actions concrètes, parce qu'il ne faut pas que ce soit seulement des one-shot, il faut qu'il y ait des actions. Donc, hop. Ok, c'est pas hyper visible, ouais, mais si, ouais. c'est ça. Ouais. En fait, pour vous présenter les travaux en cours au sein de la ville de Paris concernant la scolarité, on a choisi de s'appuyer sur les deux dimensions proposées par l'ONPE à partir de la synthèse des travaux recensés dans la revue de littérature, donc à savoir les principaux facteurs de risque et de protection et les principales possibilités d'action. Donc on a essayé justement à partir de ces deux schémas de reprendre un petit peu les différentes actions en cours. Et donc pour commencer, on s'est intéressé aux facteurs individuels et familiaux, et notamment dans le cadre de l'actualisation de l'étude Avoir 12 ans à l'ASE. Donc en fait, il s'agit d'une étude qui s'intéresse à l'ensemble des enfants qui sont nés en 2009 et qui sont accueillis dans le cadre d'une mesure de placement au 31 décembre 2021. Et donc on a consulté, alors notamment avec Jeanne Devez qui est en contrat-cifre à la ville de Paris et qui mène sa thèse sur les parcours des enfants victimes de violences sexuelles. Donc on a consulté l'ensemble des 145 dossiers des enfants concernés et on a étudié plusieurs dimensions de la situation de ces enfants.
sans être exhaustive. Donc, par exemple, on a regardé le type d'accueil, l'âge du premier accueil, les mesures de milieu ouvert en amont et pendant la mesure, les liens avec les parents, avec la fratrie et puis avec des tiers. Et puis, dans le cadre de l'actualisation, puisqu'il y avait déjà eu une étude en fait en 2017 avec le même périmètre d'études, pour cette actualisation, on a choisi de s'intéresser à 2 nouvelles dimensions, les violences sexuelles et les violences conjugales. Et puis surtout, comme la première étude, on s'est intéressé à la scolarité des enfants. Alors on ne va pas pouvoir détailler tout ce qu'on a travaillé sur la scolarité des enfants dans le cadre de cette étude, mais on voulait partager avec vous, avec la slide suivante, voilà, le type de scolarité des enfants qui ont eu 12 ans en 2021, donc à Paris, et la comparaison avec les résultats de l'étude de 2017. Donc on observe une baisse entre 2017 et 2021 du nombre d'enfants qui suivent une scolarité ordinaire. Donc on passe, 59% en 2021 contre 67% en 2017, et on observe aussi une baisse du nombre d'enfants qui suivent une scolarité adaptée, c'est-à-dire en SECPA, donc qui passe de 11% en 2017 à 8% en 2021. Et à l'inverse, on observe une légère hausse du nombre d'enfants scolarisés en IME et en ITEP. En IME et en ITEP, donc 6% en 2017 et 8% en 2021, ce qui coïncide avec l'augmentation du nombre d'enfants en situation de handicap, puisqu'en 2021, il y a 37% des enfants de la cohorte qui ont une notification MDPH, alors qu'ils étaient 25% en 2017. Alors, il faudrait qu'on puisse le mettre en regard avec des résultats, des données actualisées, en tout cas nationaux, ce qui nous permettrait de voir s'il s'agit d'une particularité du territoire ou parisien, ou si cette augmentation concerne l'ensemble de la France. Donc évidemment, sur ces résultats, on peut s'interroger sur les explications. Est-ce qu'il y a une augmentation des difficultés scolaires des enfants de 12 ans et j'ai oublié de préciser 12 ans parce que entrer en 6e, voilà, ça permettait aussi d'identifier s'il y avait des redoublements au moment de l'entrée au collège, ou est-ce qu'ils sont mieux orientés en fonction des difficultés identifiées. Alors évidemment, c'est juste un aperçu des résultats de l'étude, puisqu'on s'est également intéressé à la classe de l'enfant, son lieu de scolarisation, mais on a aussi travaillé à partir d'une entrée plus qualitative, puisqu'on s'est intéressé aux termes utilisés dans les rapports éducatifs pour évoquer la scolarité de l'enfant en fonction du genre, du niveau scolaire, etc. Donc on est encore en train d'analyser ces données-là, mais en tout cas, on pourrait les partager avec vous une fois que ça sera finalisé, normalement d'ici janvier. Et une des données, ce qu'on a fait aussi concernant les résultats sur la scolarité, c'est qu'on a effectué des croisements avec les autres items étudiés dans le cadre de l'étude. Et pour définir ces croisements, on s'est appuyé non seulement sur les apports des travaux de recherche, et notamment ceux qui sont recensés dans le cadre de la revue de littérature de l'Observatoire national, mais aussi sur les études d'autres ODPE, et notamment celle du département de Seine-Saint-Denis, et puis l'étude populationnelle qui a été menée dans l'Essonne et qu'on espère du coup qui deviendra nationale à un moment donné. Et une des données du coup issues de ces croisements qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui, parce que ça nous a semblé assez... On ne s'était pas du tout posé la question, par exemple, de croiser la scolarité avec la situation des enfants co-victimes de violences conjugales. Et en fait, on observe que parmi les 33% des enfants exposés ou ayant été exposés à des violences conjugales, il y en a plus de 12% d'entre eux qui sont déscolarisés au moment de la lecture de leur dossier. En fait, les enfants co-victimes de violences conjugales, dans la cohorte, ils représentent 60% des enfants déscolarisés au moment de la lecture du dossier. Et parmi ces enfants, il y en a 40% seulement qui sont en 5e, 21% qui ont connu au moins un redoublement, et plus de 12% qui suivent une scolarité adaptée. Alors évidemment, on ne peut pas interpréter ces chiffres seuls en tant que tels, mais ils permettent pourtant de soulever des questionnements et d'engager aussi des réflexions sur l'impact des violences sur la scolarité des enfants. Alors on s'est intéressé aux facteurs individuels, mais aussi les effets iatrogènes du placement, etc. Mais bon, là du coup, on a, pour faire aussi le parallèle avec ce qui a été présenté dans le cadre de la revue de littérature, on s'est arrêté sur les facteurs individuels. Alors,
pour faire toujours le lien avec les facteurs individuels, il y a un questionnaire situation scolaire des enfants confiés qui a été aussi lancé par l'Observatoire. L'objectif, c'est d'avoir une photographie à l'instant T de la situation des enfants donc confiés. Alors on est resté sur les mineurs. Donc effectivement, l'idée, c'était il y a donc un questionnaire qui a été élaboré par l'Observatoire et que en fait, les référents ASE donc de chaque secteur devaient remplir. Donc on a terminé vendredi dernier. Donc je ne sais pas pour vous donner les résultats pour le moment, mais en tout cas, ce qui était intéressant, ce que nous on a voulu mettre en avant, c'était effectivement de savoir la date de naissance des enfants pour évaluer le niveau scolaire, savoir s'il y avait des retards ou pas. Donc c'est ce qui va être étudié, savoir s'ils sont scolarisés ou pas, et s'il y a une scolarité, est-ce qu'il y a une scolarité aménagée, notamment sur la situation des enfants en situation de handicap, savoir donc le niveau scolaire et le type d'établissement, on est aussi sur les plus grands, est-ce qu'on est en général, etc., ou en ITEP. Enfin, l'idée, c'est d'avoir une vision un peu globale des choses. Savoir s'ils ont une reconnaissance MDPH. Si c'est le cas, est-ce qu'elle est effective ? Parce que ça aussi, c'est intéressant à le savoir. Et puis aussi, on a voulu savoir le mode d'accueil pour voir effectivement s'il y avait un impact en fonction du mode d'accueil sur la scolarité des enfants. Donc là, pour l'instant, on a clôturé vendredi, donc on n'a pas du tout étudié. On a quand même eu des chiffres, enfin en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu quand même 30% de retours par les secteurs sur les enfants confiés. Donc après, il va falloir qu'on étudie ça. Ce qui est ressorti des chiffres, alors c'est vraiment des chiffres bruts et donc ils seront à étudier, mais qu'on a 9% d'enfants qui sont déscolarisés, qui concernent 56% des enfants, et 20% ont une reconnaissance MDPH, 89% effective. Donc voilà, donc ça c'est des chiffres bruts, il va falloir qu'on les étudie en tout cas. Et puis il y a un deuxième, c'est ça. Sur le deuxième item, sur les facteurs relationnels, on travaille sur un questionnaire ressenti des enfants. En fait, donc à Paris, l'idée c'est la volonté de poursuivre le travail qui a été engagé dans le cadre du schéma, puisqu'en fait il y a une consultation des enfants dans le cadre du schéma. Et l'idée c'est de chaque année de faire un questionnaire en leur direction sur les sujets qui les concernent, pour leur demander quel est leur avis et leur ressenti. Et donc on est dans l'année, comme je vous le disais, de la réussite scolaire des enfants. Donc on a fait un questionnaire à destination des enfants et des jeunes de 6 à 21 ans, donc accompagnés donc milieu ouvert et accueillis. Donc contrairement à la photographie, on n'était que sur les enfants confiés. Et donc on a une diffusion d'un questionnaire sous deux formes, électronique et papier, pour qu'on touche le maximum de personnes. Il y a très peu d'items. Oui. Il y a très peu d'items, effectivement, qu'on a mis en place. L'idée, c'est que ça soit assez rapide, que les enfants puissent y répondre eux seuls, avec quelques questions ouvertes pour permettre à l'enfant de s'exprimer. Et l'objectif, effectivement, c'est d'avoir des réponses assez rapides. Donc, on a des questions générales sur où vit l'enfant, en quelle classe est-il, etc. Mais surtout, ce qu'on veut savoir, c'est son niveau de satisfaction concernant le lieu où l'enfant fait ses devoirs. Et c'est son propre avis, parce qu'on peut tous dire est-ce qu'il a un bureau ou pas. Non, c'est pas ça. Est-ce que l'enfant il est mieux d'être sur son lit en train de faire ses devoirs? Peut-être. Donc effectivement, c'est son ressenti par rapport à lui. Les matériels qu'il a à disposition, est-ce qu'il a accès à un ordinateur? Il a accès aussi à Internet. Ce qu'on voit aussi, on peut avoir un ordinateur mais qui n'est pas de Wi-Fi, notamment dans les établissements. Donc ça pose aussi question par rapport à l'accompagnement scolaire. Son ressenti par rapport à l'école, son ressenti par rapport à l'accompagnement à la scolarité dont il bénéficie, qui l'accompagne dans sa scolarité, et puis aussi qui prend les décisions quant à sa scolarité, son orientation. Et puis on a une dernière item qui est assez ouvert, c'est sur ses besoins, parce que aussi c'est l'idée, c'est d'ouvrir et de voir quels éléments sont en place. Donc en fait ce questionnaire est en cours et donc a été diffusé à la fois aux établissements, que ce soit en régie directe ou associatif, également aux structures de milieu ouvert, et donc le questionnaire va se terminer normalement au 31 janvier. Donc on commence à avoir quelques retours. Beaucoup par papier aussi, parce qu'on voit effectivement qu'on peut créer des questionnaires électroniques, on se dit ça va être plus simple, mais en même temps on peut mettre les enfants autour de la table en disant on va répondre tous à ce questionnaire, et donc voilà, on a des envois en tout cas papier, donc il faudra aussi traiter. Alors, très rapidement sur les facteurs organisationnels, on peut citer le rôle du schéma dans le cadre des travaux sur la réussite scolaire des enfants, puisque la mise en place du suivi du schéma a permis en fait de définir des indicateurs précis pour l'ensemble des actions du schéma.
et on espère, ce qui va nous permettre de progressivement identifier notamment la place qu'occupe la scolarité au sein des services, l'équipement disponible, mais aussi d'avoir une fois par an une visibilité sur le nombre d'enfants en situation de déscolarisation ou ayant obtenu un diplôme. On peut citer aussi la mise en place d'états des lieux auprès des établissements qui prend en compte la question de la scolarité des enfants, du fait que la réussite scolaire soit portée cette année comme une priorité. Et ce qui est important de noter dans ces états des lieux, c'est l'association des enfants à ces états des lieux pour prendre en compte leur perception, donc en plus des questionnaires qui leur sont diffusés. Et pour recueillir aussi notamment ce qui leur est proposé en termes d'accompagnement scolaire. Alors sur les facteurs institutionnels, on a également en cours une convention avec l'Académie de Paris autour de 5 volets, qui est donc la prévention des difficultés dès l'entrée en 6e pour les enfants, la prévention et le repérage des enfants en danger, l'accompagnement des enfants accompagnés au titre de la protection de l'enfance et la prévention de l'évitement scolaire. Et puis derrière, dernier item, effectivement, c'est le partage de données, parce que l'idée, c'est effectivement de pouvoir travailler avec l'éducation nationale pour avoir des chiffres. Donc ça, c'est une action qui est en cours. On espère la signer rapidement, mais en tout cas, voilà, une première action. Deuxième action, aussi sur les facteurs institutionnels, c'est le guide de la référence éducative. En fait, en 2021, Paris a publié un guide de la référence éducative qui vise notamment à clarifier les missions de tous les acteurs autour de l'enfant, et particulièrement entre le référent de proximité, donc notamment du lieu d'accueil où est l'enfant, et les référents de parcours, donc le secteur ASE. L'idée, c'est effectivement de savoir qui fait quoi. Et donc, il y a une fiche spécifique sur la scolarité des enfants, sur le suivi scolaire régulier, et notamment qui aborde aussi la question de l'autorité parentale, puisqu'en fait, il y a aussi des parents, il faut intégrer. Donc, c'est un travail qui est bien mis en avant dans cette fiche, et surtout le qui fait quoi. Et en fait, l'idée, là, c'est de ce travail, cette fiche qui existe déjà, qu'elle soit mise à jour avec toutes les retours qu'on a des études et des questionnaires. Voilà, l'idée, c'est effectivement qu'on puisse mettre en œuvre assez rapidement ces éléments. C'est encore moi, là ? Ouais. Ah, pardon. Sur le mentorat. Ah, bah, oui. Et sur donc, les principales possibilités d'action, donc sur le mentorat et le parrainage. Donc depuis 2016, Paris soutient le parrainage engagé spécifiquement en direction des publics de protection de l'enfance. En 2021, il y a 3 associations à Paris qui ont proposé 211 parrainages, dont 170 parrainages professionnels. Et en 2023, effectivement, il y a un nouvel opérateur qui va être financé pour soutenir les jeunes de 14 à 21 ans, notamment sur toutes les questions de favoriser l'insertion académique dans le supérieur, parce que comme on le disait, il y a peu d'enfants, peu de jeunes qui suivent des études supérieures, et accompagner aussi ceux qui le souhaitent dans la recherche d'emploi, et lutter contre l'électronisme, parce qu'on peut avoir des outils numériques en main, mais on ne sait pas forcément bien les utiliser. Donc c'est effectivement une action qui va être mise en œuvre en 2023. Alors, dans le cadre des possibilités d'action, et notamment les soutiens indirects, donc évidemment, on peut pas ne pas parler du rôle de la formation des professionnels, qui sera alimentée à la fois par la connaissance apportée par les études et les recherches, et qui permettra aussi d'informer les professionnels des possibilités d'action développées sur le territoire, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est aussi que finalement, même s'il y a des choses qui sont développées, tous les professionnels n'en ont pas forcément connaissance. Et donc, juste pour donner quelques exemples par quoi ça se traduit. Par exemple, on a fait une newsletter en septembre qui était dédiée à la scolarité, donc avec à la fois ce que prévoit le schéma dans le cadre de la scolarité des enfants, mais aussi ce qui est déjà mis en œuvre, et les actions, et par exemple les associations de parrainage qui ne sont pas encore totalement identifiées par les professionnels. Prochainement, on organise une matinale avec Benjamin Denéchaud, justement sur la réussite scolaire des enfants. Et dans le cadre des formations, dans le cadre des formations des professionnels, on peut aussi noter la formation des professionnels au référentiel d'évaluation participatif tout au long de la mesure, avec un renforcement de la dimension de la scolarité des enfants.
Et puis, il est prévu aussi qu'on puisse aller sensibiliser donc les professionnels dans le second semestre 2023 avec les résultats des différentes études. Et puis, donc, l'idée, c'est aussi d'avoir, un peu comme le propose l'ONPE, un peu des 4 pages qui seraient accessibles plutôt que les études exhaustives, notamment sur la question de la scolarité. Et puis, ce qu'on aimerait aussi, c'est, concernant les formations des professionnels, qu'elles soient alimentées par les réflexions d'un groupe de travail qui, on espère, pourra se mettre en place avec l'association Repère, des parents concernés qui ont participé à l'élaboration du schéma, mais aussi l'Académie de Paris et des professionnels, puisque ce qu'on observe aussi, c'est que malgré les différentes actions qui sont mises en place, il y a des choses qui restent complexes à mettre en place de manière opérationnelle. Par exemple, on en échangeait avec l'Observatoire de Seine-Saint-Denis ce matin. Au départ, on partait sur l'idée de mettre en place des référents scolarité au sein des établissements, et un peu sur le modèle de SOS Village d'enfants. En fait, on s'est aperçu que... Alors déjà, on nous a dit non mais il y a trop de référents partout, tout le temps, donc il faut arrêter avec les référents. Et en fait, il y a eu beaucoup de freins justement à cette proposition de mettre en place des référents au sein des établissements, avec aussi le fait que les équipes tournent, etc. Donc voilà. Et puis, on espère aussi... à partir, là, on a un appel à candidature en janvier-février, puisqu'on accueille des doctorants au sein de l'Observatoire, et on espère que pour 2024, la thématique retenue sera celle de la scolarité, avec du coup la possibilité d'avoir une thèse aussi sur ce sujet. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Les